Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, discours à la nation du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Une allocution dans un contexte de crise sanitaire avec la propagation du coronavirus. Le chef de l'État a appelé le peuple gabonais au rassemblement face à cette menace. Charles Blé Goudé l'affirme, il rentrera en Côte d'Ivoire pour y occuper des fonctions politiques et de responsabilité. L'ancien ministre et président du COGEP a d'ailleurs réagi après l'adoption par le Congrès de la révision constitutionnelle. Vous l'entendrez dans ce journal. Et au Soudan, un tribunal a requis l'arrestation de l'ex-ministre des Affaires étrangères Ali Karti, impliqué dans le coup d'État de 1989 qui avait porté l'ancien président Omar el-Béchir au pouvoir. Le parquet a également instruit l'arrestation de 5 autres personnalités soudanaises. Pas d'annonce de mesures supplémentaires, mais un discours qui se voulait rassembleur. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'est exprimé ce 18 mars sur l'épidémie de coronavirus. Il a appelé les Gabonais à être unis et solidaires face à cette crise sanitaire. Le pays qui compte 3 cas confirmés de Covid-19. Grazela Tchakounte, commentaire Viviane Baoken. Sa parole était devenue rare. Mais face à la gravité de la situation, il a dû briser le silence. Le président Ali Bongo Ondimba s'est exprimé face à la nation gabonaise ce mercredi 18 mars 2020. Une allocution solennelle pour appeler à l'unité et à la responsabilité pour vaincre l'épidémie de coronavirus. Plus concrètement, les citoyens sont appelés à respecter les directives du gouvernement, les règles de distanciation sociale et surtout à respecter scrupuleusement les consignes d'hygiène. Le combat contre le Covid-19 n'est pas un combat individuel. Ce n'est même pas un combat de l'État. C'est le combat de toute société. Autrement dit, notre combat à tous que nous devons mener aujourd'hui, demain et dans les mois à venir. Le combat contre le Covid-19 est une cause résolument nationale. Il nous faut être solidaires les uns envers les autres. La coopération de chacun est indispensable pour vaincre cette pandémie. C'est pourquoi, Gabonaises, Gabonais, je vous demande avec fermeté, dans votre intérêt, 1. de respecter strictement toutes les mesures prises par le gouvernement. De la fermeté, mais pas de mesures exceptionnelles pour l'heure. Alors que certains redoutaient un relèvement des mesures préventives avec l'annonce notamment d'un confinement général de la population, le président Ali Bongo Ondimba s'est plutôt montré rassurant. D'importants moyens humains, financiers et matériels ont été mobilisés. Les réquisitions ont eu lieu. Nos structures médicales sont prêtes. Nos personnels de santé sont formés. Les moyens ont été renforcés. Soyez rassurés que je prendrai le moment venu, avec autorité et en toute responsabilité, nos décisions fortes pour renforcer les mesures déjà prises si cela s'avérait nécessaire. Il en va du principe de précaution, il en va de votre protection. Le Gabon enregistre actuellement 3 cas confirmés de coronavirus. Il s'agit de 2 femmes de 29 et 49 ans et d'un jeune homme de 27 ans. Le pronostic vital n'est pas engagé et les personnes ayant été en contact direct ou indirect avec ces derniers ont été identifiées et placées sous surveillance médicale. À noter qu'en cas de symptômes, un numéro vert, le 1410, a été mis en place et grâce à la création d'un fonds spécial, la prise en charge des malades sera totalement gratuite. Et chaque jour, de plus en plus de pays africains sont concernés par cette pandémie de coronavirus. L'Union africaine, en concertation avec les États, travaille à une réponse commune et plus efficace. Une formation des experts africains de la santé était d'ailleurs organisée en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Conin. Suppression des vols en provenance de pays ayant enregistré plus de 100 cas de coronavirus pour 15 jours, fermeture des écoles pendant 30 jours, mise en quarantaine des cas suspects et interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures drastiques pour juguler la pandémie de coronavirus. Objectif partagé par l'Union africaine qui a formé les responsables de santé de plusieurs pays africains à cet effet. Coronavirus est une réalité. C'est une réalité et
Le premier moyen de lutter contre cette maladie, c'est la prévention, c'est-à-dire les conseils d'usage, les conseils d'hygiène donnés à la population. Si nous respectons ces conseils, nous allons briser la chaîne de transmission. Stop the panic. Arrêtons de paniquer et réfléchissons plutôt. Si nous savons comment se fait la transmission, on peut bloquer sa propagation. Mais cela n'empêche, nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que la population soit au courant des modes de contamination. Les pays africains ne disposent pas en général d'un système de santé robuste avec beaucoup d'infrastructures. Cependant, des mesures sont prises pour dépister les voyageurs afin de maîtriser l'épidémie. Si une personne qui tousse ou bien si une personne qui éternue vient directement par l'aéroport, il y a le triage qui se fait en amont et après le triage, il y aura ce qu'on appelle une réorientation vers une salle d'isolement où on va investiguer le cas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à la date du 16 mars 2020, l'on enregistre 160 cas de coronavirus et 3 décès dans 22 pays africains. À l'échelle mondiale, il y a 167 511 personnes infectées et 6 606 décès. Un bilan qui s'alourdit de jour en jour. Et on reste en Côte d'Ivoire où l'échiquier politique se recompose à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Charles Blé Goudé, président du COJEP et ancien ministre, compte bien faire entendre sa voix. Acquitté par la Cour pénale internationale, il est désormais déterminé à revenir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où le Parlement vient d'adopter le projet de révision constitutionnelle. Un sujet de la rédaction. Le Parlement ivoirien a adopté ce 17 mars le projet de révision constitutionnelle. Dernière étape du processus après l'adoption par référendum le 8 novembre 2016. Un projet qui concerne à la fois le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le texte introduit notamment la nomination du vice-président de la République, des dispositions contestées par une partie de la classe politique. L'adoption par le Congrès s'est faite en dépit des réserves de l'opposition. Nous voici encore. C'est un problème de vice-président qu'on doit élire ou qu'on doit nommer. Oui. Moi, j'ai un problème avec tout ce raccommodage. J'ai un problème avec tout ce bricolage politico-juridique. Un projet de révision de la Constitution initié par le président ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l'État qui a annoncé qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. En face, les forces politiques s'organisent. Ainsi, Charles Blé Goudé, président du COJEP, acquitté par la Cour pénale internationale, se dit déterminé à rentrer en Côte d'Ivoire. Et que moi, Charles Blé Goudé, je le dis à la CPI, je le dis encore à ceux qui voudraient bien l'entendre, je vais retourner dans mon pays. Et je serai parmi les dirigeants de mon pays. C'est un fait établi, duquel je ne doute pas du tout. J'ai mon mot à dire dans la gestion de la Côte d'Ivoire. Et j'ai une équipe qui est prête. Le RHDP a de son côté déjà désigné son candidat pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Il s'agit de l'actuel Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le mandat en cours des parlementaires sera prolongé le temps que des élections législatives et sénatoriales puissent être organisées, après l'échéance inscrite jusqu'alors dans la Constitution, à savoir fin décembre 2020. Dans l'actualité également au Soudan, le parquet général a publié une circulaire d'arrestation d'Ali Karti, ancien ministre des Affaires étrangères. Ali Karti visé par un mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État de 1989 qui avait porté au pouvoir l'ancien président Omar el-Béchir. 5 autres personnes sont également concernées par la circulaire. Nathalie Mo. Mandat d'arrêt émis contre l'ex-ministre des Affaires étrangères du Soudan, Ali Karti. L'homme politique est poursuivi par le parquet soudanais pour son rôle dans le coup d'État de 1989 alors qu'il était commandant des forces de défense du peuple. C'est par ce putsch qu'Omar el-Béchir avait accédé au pouvoir. Des observateurs pensent qu'il pourrait être poursuivi par la Cour pénale internationale comme l'ancien président el-Béchir. Il va falloir prouver son implication dans des crimes qualifiés notamment. En réalité, il s'agit là d'une chasse aux sorcières qui a été lancée par le gouvernement provisoire de Khartoum, dont l'objectif principal est de déraciner l'islam politique au Soudan. Et Ali Karti représente l'une des figures les plus représentatives des frères musulmans.
L'ordonnance du parquet soudanais a également instruit l'arrestation de 5 autres personnalités soudanaises, à l'instar de l'ancien député Omar Suleiman. Dans le même temps, les avoirs de Ali Karti ont été gelés et ses biens immobiliers saisis. Lors des protestations populaires qui ont favorisé le départ de Béchir, les protestataires soudanais avaient accusé Ali Karti d'avoir volé l'argent du peuple. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles les avoirs et biens sont saisis, c'est le fait qu'un attentat est survenu à Khartoum visant le premier ministre Abdallah Hamdok, ce qui signifierait que certains cadres de l'ancien régime peuvent financer des groupes rebelles. Dans le chapitre judiciaire soudanais, le ministre de l'Intérieur, le général El Tereifi Dafala, a confirmé que les enquêtes sur la tentative d'assassinat contre le Premier ministre Abdallah Hamdok la semaine dernière continuaient leur cours. Au Zimbabwe, la page de la réforme agraire de l'ancien président Robert Mugabe est en train d'être complètement tournée après avoir proposé des compensations financières aux anciens fermiers expropriés. Le gouvernement de l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a annoncé la possibilité d'octroyer de nouvelles exploitations aux agriculteurs qui avaient été lésés. Un sujet de la rédaction. Une nouvelle législation en faveur des fermiers expropriés au Zimbabwe. Les anciens fermiers blancs qui avaient été expropriés peuvent désormais se voir attribuer de nouvelles terres. Un dédommagement annoncé par le ministère de l'Agriculture. 4500 agriculteurs pourraient bénéficier de cette mesure. Toute personne souhaitant obtenir le titre de propriété d'un terrain agricole qui était auparavant sa ferme peut en faire la demande par écrit au ministre, lequel doit renvoyer la demande au comité. La nouvelle disposition concernera également les fermiers étrangers. Les autorités du Zimbabwe ont d'ores et déjà conclu des accords avec l'Afrique du Sud, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. La mesure n'est pas pour autant automatique. Certaines demandes pourraient en effet être rejetées si, comme l'indique la réglementation, elles sont contraires à l'ordre public, l'urbanisme ou l'intérêt général. Si le Zimbabwe est prêt à faire une progression sur la réforme foncière, je pense que là aussi, ça va attirer les investisseurs, aussi bien financiers que des techniciens en matière de production agricole. Cette décision du gouvernement est l'épilogue du programme de réforme foncière accéléré lancé en 2000 par l'ancien président Robert Mugabe, dont l'objectif était de corriger les déséquilibres entre blancs et noirs. Une réforme qui avait plongé le pays dans une profonde crise économique, amenant les autorités à octroyer dès 2013 des compensations aux fermiers expropriés. Les recettes d'exportation d'électricité en hausse pour l'Ouganda, une augmentation de 13% au cours de l'année 2019. Le pays a ainsi exporté plus de 320 mégawatts d'énergie, et ce en direction des pays voisins comme le Kenya et la Tanzanie, montant récolté 46 millions de dollars. Philomentine. Avec un taux d'électrification nationale de 26% seulement sur une demande de 650 MW, l'Ouganda a néanmoins exporté 320,3 MW d'énergie en direction de ses voisins en 2019. Ce volume d'exportation lui a valu 46 millions de dollars de recettes. Ainsi, les recettes d'exportation d'électricité de l'Ouganda ont haussé de 12% en 2019. En 2018, le pays a exporté 228,8 MW d'électricité pour une recette de 40 millions de dollars. On a mobilisé plus de 2 milliards de dollars pour la construction de 2 projets qui ont permis donc de mettre sur pied 2 infrastructures de production d'énergie hydroélectrique de capacité installée 850 MW. Le pays ne peut pas consommer tout cela. On a pris de l'argent ailleurs pour construire ces 2 barrages-là, et pour rembourser, on aurait à exporter l'énergie. La nouvelle politique nationale énergétique de l'Ouganda a pour priorité un recours aux sources d'énergie renouvelables que sont le solaire et la géothermie. Le pays exporte son électricité vers le Kenya, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Donc l'Ouganda en partie également fait montre d'une solidarité africaine en acceptant de déverser une partie de sa production interne d'énergie hydroélectrique, mais en même temps c'était une contrainte imposée par les donneurs d'ordre. L'Ouganda continue à faire face à de nombreuses difficultés dans son réseau de distribution électrique, même avec une capacité actuelle de 1252,4 MW.
En outre, les centrales hydroélectriques d'Isimba et de Karouma, nouvellement construites dans le pays, vont réduire les coûts de production d'électricité de 17,45% selon les autorités. Taux d'inflation record au Nigeria. Les prix à la consommation ont augmenté de 12,20% en février. Une situation qui s'explique par les mesures protectionnistes prises par le gouvernement. Les autorités nigérianes qui avaient décidé de fermer les frontières terrestres afin de lutter contre la contrebande. Ange Bijounomenio. L'inflation annuelle a augmenté au Nigeria. De 12,13%, elle est passée à 12,20% au mois de février. Il s'agit là du taux d'inflation le plus élevé depuis avril 2018, où il s'est levé à 12,48%. Plusieurs économistes s'accordent à dire que cela est dû à la fermeture des frontières nigérianes. Les économistes au Nigeria ont étudié la question donc de l'inflation, la question de la misère de la population et savent où cela peut aller. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le Nigeria est prêt à rouvrir ses frontières? Ce n'est pas évident. Le Nigeria a décidé de fermer une partie de ses frontières pour lutter contre la contrebande de riz et d'autres marchandises. Cette décision aurait donc créé une inflation puisque les producteurs locaux ont du mal à répondre à la demande alimentaire de près de 200 millions d'habitants. Mais pour d'autres spécialistes, l'inflation est due à l'épidémie de coronavirus. Avec un taux d'inflation de 12,13%, c'est des données avant coronavirus par exemple. Et la situation serait encore plus dégradante lorsque nous avons les conséquences de cette coronavirus qui va impacter directement l'économie du Nigeria. Et le Nigeria s'y est préparé. Le Nigeria est en train de travailler son agriculture pour pouvoir nourrir non seulement sa population, mais commercialiser désormais. La croissance du produit intérieur brut réel du Nigeria devrait passer à 2,9% en 2020 et à 3,3% en 2021. L'effort visant à rabattre l'inflation dans une fourchette de 6 à 9% s'est heurté à des contraintes structurelles et macroéconomiques, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires et des arriérés de paiement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.